Avant de passer à l'action de dire chest bombé, je vais aller me chercher une BMW, c'est plutôt d'évaluer c'est quoi nos réels besoins. Bienvenue à l'épisode 5 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser le crédit et éviter les pièges de l'emprunt. Comme à tous les épisodes, je vais te partager des histoires cocasses qui me sont arrivées. Ça va te permettre d'éviter les trous là, qui se promènent devant toi. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer, dans le fond, avec... pour différencier. J'aime pas ça juger des bonnes ou des mauvaises choses, mais on va les différencier comme ça. En fait, tu sais, souvent, il y a des actions, là, tu sais, puis j'aime pas dire des bonnes ou des mauvaises actions, mais là, je vais utiliser le terme bonne dette et mauvaise dette. Pourquoi? C'est que je vais les résumer comme ça. Les bonnes dettes sont des emprunts ou des dettes qui nous génèrent des revenus, qui vont être capables de nous enrichir. Dans ce podcast, mon but, c'est d'ajouter de la valeur dans ta vie, dans ton entreprise, dans ta famille. Fait que c'est sûr et certain que je vais privilégier les bonnes dettes afin d'améliorer ton sort financier. Par contre, on veut utiliser les mauvaises dettes. Puis mauvaises dettes, j'aime pas ça utiliser ça, mais vous allez comprendre. Les mauvaises dettes sont des dettes de consommation, sont des dettes pour un achat d'un véhicule, sont la dette parce que tu veux changer de véhicule avant que ton véhicule soit payé. Vous me suivez? On a tout un beau-frère qui a une balloune sur son char, puis c'est pas un souffleux qu'on parle, qui a payé son char trop cher, puis il est à 140% d'emprunt parce qu'il voulait son char. Bien, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de changer les chars après 2 ans sur une période de 5 ans, de changer bien des choses. Aujourd'hui aussi, on va parler de la cote de crédit. Mais juste avant, je vous mets mon histoire. On recule mes premières années comme conseiller financier. Je voulais donc bien apparaître dans le regard de mes collègues. Je me dis, je m'en vais m'acheter un BMW. Fait qu'un soir, je sors du bureau, je m'en vais chez BMW. Je m'en vais pour acheter un BMW usagé. Fait que je commence ça. Finalement, donne mes papiers, signe mon char. Je suis donc bien content. Je me bombe le chest. Je m'en vais à dire, hey les gars, j'ai payé, je me suis acheté un BM, je vais l'avoir jeudi soir. Le lendemain, dans la journée, je suis dans une réunion, téléphone sonne, c'est la conseillère financière là-bas, la directrice financière, la FNI en bon français. La FNI m'appelle, elle me dit « Patrick Olivier, ce qui s'est passé avec ta cote de crédit? » J'ai commencé ça, puis là, un petit peu mal, je sors de là, elle dit « Ton BMW, tu ne pourras pas l'avoir. » Comment ça? Ben là, ta cote de crédit, 604 de cote de crédit. Voyons, 604 de code de crédit. Écoute, je vais t'envoyer mon talon de paye. J'ai fait 110 000 au mois de septembre. Je ne peux pas avoir 604 de code de crédit. Elle dit, ben mon jeune, je pense que tu ne comprends pas comment que ça fonctionne, la code de crédit. Fait que je vais vous partager les apprentissages que cette femme-là m'a donnés. En fait, c'est que la cote de crédit, moi, lorsque j'ai fait mon invalidité avec ma cheville cassée, je suis sorti avec 28 500 pièces de dette. Ma cote de crédit était correcte. Par contre, dans le but de ne pas m'endetter, lorsque j'ai vendu ma propriété, mon condo, j'ai vendu à perte. Par contre, j'ai quand même récupéré une partie de ma mise de fonds. J'ai éclairé mes dettes. Mais là, moi, j'étais anxieux. Là. Je ne voulais pas m'endetter. J'avais une carte de crédit à 8 500 pièces. Quand tu as une carte de crédit à 8 500 pièces, c'est très, très, très difficile, sans emploi, sans assurance invalidité, de payer ça. Donc, quand j'ai réussi à l'éclairer, j'ai dit non, 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 non. Moi, c'est pas vrai que je vais garder une carte de crédit à 8 500 $. C'est beaucoup trop dangereux pour m'endetter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Visa. J'ai dit, hey, Visa, tu me coupes ma carte, tu me descends ça à 500 $ par mois. Par contre, j'avais un prêt pour des meubles qui passait de 360 $ par mois. Fait qu'on y va de même. 500 pièces de limite, 360 pièces, ça prend quand même un très gros espace sur la carte. Mais moi, c'est ma carte de crédit. J'achète du gaz, j'achète l'épicerie. Moi, ma carte est à 400 pièces. Le prêt accordé, il a toujours passé sur ma carte. Là. Toujours. Fait que 360 pièces plus 400, bosse ma limite de 200 pièces. Pas de problème, je fais de l'argent, je m'en fous un peu. Mais si toi aussi, tu es quelqu'un qui s'en fout un peu du dépassement de limite, mais je t'annonce que ça vient affecter ta cote de crédit. Fait que finalement, parle avec la directrice, envoie mon talon de paye. Talon de paye, je restais avec ma mère, coûtait 400 pièces de loyer par mois, j'ai 500 pièces sur une carte de crédit. C'est pas le 110 000 qui a bloqué. Fait que là, elle me dit, pas de problème, Patrick Olivier, BMW va te le prêter ton char, tu vas l'avoir jeudi quand même. Fait que, je vais pouvoir apparaître dans le regard des autres puis avoir mon premier BMW.
Par contre, ça m'a quand même donné une frousse. Les conseils qu'elle m'a donnés, c'est que quand on utilise la cote de crédit et qu'on utilise le crédit, malheureusement, la cote de crédit est utile aux compagnies, mais c'est de notre responsabilité de s'en occuper. Fait que comment qu'on s'en occupe? Ben, tu dois faire toujours tes paiements minimums. Les paiements minimums, là, c'est pas 1 minute de plus, c'est minuit, il faut que tu payes ça à minuit moins une, minuit plus 1 minute, surtout avec les virements électroniques, ça ne fonctionne plus. Ça fait une tâche à ton dossier. Une autre chose, c'est qu'il y a un ratio d'endettement à comprendre. Si j'avais eu 2000 $ de dette sur 8500 $ de place, bien, on s'entend que mon ratio d'endettement il est environ à 25 %. Mais si j'ai 360 ou 400 $ sur 500 $ de place, mon ratio est à 80 %. Fait que même si j'ai moins d'argent d'endetté, mon ratio d'être à côté est plus grand. Fait que le petit truc là-dedans qu'elle m'avait donné, c'est que lorsque les compagnies comme Mastercard ou Visa ou American Express, on s'en fout, vous envoient des offres préapprouvées. C'est à double tranchant. Si vous êtes dangereux avec votre carte de crédit, acceptez pas ça. Là. Si vous dites, hey, il me donne 5000 $ de place, je m'en vais à Cuba la semaine prochaine, prenez pas ça. Par contre, si on arrive et qu'eux, ils t'envoient une offre préapprouvée, puis que, mettons, c'est 2, 3, 4, 5 000 $ de place de plus, mais que tu es responsable, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? C'est accepter cette offre-là. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter, ça va faire diminuer en quelque sorte ton ratio d'endettement qui va aider ta cote de crédit à long terme. C'est sûr et certain que, comme je dis, si tu es dangereux avec ton crédit, touche pas à ça. L'historique, si dans le fond, tu as 18 ans, tu n'as jamais eu de carte de crédit, puis là tu te dis, hey, je veux m'acheter un char à 100 000, ben, ça se peut que la caisse dise, hey, t'as peu, là. Va faire tes preuves. Puis après ça, nous, on va te donner une cote de crédit en conséquence. Mais c'est ça l'historique. C'est combien d'années tu as réussi à garder ton crédit, puis faire tes paiements minimum, puis de faire tes choses requises sur une longue période. Fait que l'historique a un impact sur la cote de crédit. Le ratio entre les dépenses de consommation et les dépenses de titre, les dettes de type hypothèque et emprunt automobile ont un impact. Si tu es du genre à avoir 100 000 $ de carte de crédit loadée, puis pas de maison, bien c'est sûr que ta cote de crédit va en être affectée. La raison, c'est qu'une hypothèque, une hypothèque, c'est en vrai, on a une garantie immobilière sur la propriété. Donc, si on ne fait plus nos paiements, ils viennent saisir la propriété. Donc, la compagnie, eux autres, ils s'en foutent. Là, ils te prêtent 2, 3, 4, 500 000. Tu ne fais pas tes paiements, ils viennent saisir la maison. Merci, bonsoir. Par contre, quand tu as fait ton épicerie Costco, puis que tu as acheté un ordinateur, puis que tu es allé en voyage, ça devient bien dur à saisir des souvenirs. Là. Ça devient vraiment, vraiment dur. Fait que c'est pour ça que les dettes de consommation versus les dettes automobiles et hypothécaires vont avoir une meilleure... en fait, le ratio entre les deux. Si, exemple, tu as 5 000 $ sur une carte de crédit, puis que tu as une hypothèque, mais le ratio d'endettement hypothèque versus dette de consommation, c'est un meilleur ratio. Par contre, si tu as seulement des cartes de crédit et que tu vis dans un loyer, tu n'as pas de paiement de char, là, la compagnie de crédit va commencer à dire ça commence à être dangereux. Si nous, il arrive quelque chose, la personne fait faillite, on n'a rien pour aller saisir, on n'a rien pour aller chercher qu'est-ce qu'il nous doit. Fait que c'est pour ça que la cote de crédit pourrait en être affectée. L'autre chose, j'en ai mentionné dans mon histoire, le dépassement de la cote de crédit, c'est une des choses qui va entacher le plus ton dossier de crédit. Comme j'ai mentionné dans mon histoire, ma cote de crédit dépassait toujours. Bien, à ce moment-là, ton dossier est entaché à toutes les fois. C'est même pas là, peut-être que c'est aussitôt que ça dépasse, il y a une coche à ton dossier. Je parlais avec ma conjointe hier de mes sujets, puis elle me disait, voyons, il y a des cartes de crédit qui acceptent ça. Et oui, il y a des cartes de crédit qui te permettent de dépasser ta limite de crédit. Tu en as besoin, tu as un paiement, tu es mal pris. Écoute, fais-le, là, mais répète pas l'expérience. Vraiment, répète pas l'expérience parce que ça va entacher ta cote de crédit. Comme ma cote qui était descendue à 604, la FNI ou la directrice financière me disait 600, c'est considéré être en faillite personnelle. Fait que penses-tu réellement que je voulais être en faillite personnelle avec le salaire que j'avais?
à vivre chez ma mère, puis là, j'allais me chercher un paiement d'auto. Bref, ma cote de crédit s'est améliorée au point que c'est monté à 888 au moment que j'ai acheté mon premier bloc appartement. Fait que d'avoir mis ces choses-là en application m'a aidé à faire grandir ma cote de crédit, de faire augmenter et de avoir accès au crédit pour l'emprunt. Parce qu'en bas de, si je ne me trompe pas, en bas de genre 685, je pense que l'emprunt hypothécaire est pas mal à proscrire, voire qu'on va être refusé partout. Donc, c'est important. Si tu veux passer à l'action, malheureusement, on vit dans un monde que l'emprunt fait partie de nous. Et ça, c'est un des pièges à éviter. Si ta cote de crédit est mauvaise, malheureusement, tu ne pourras pas avoir accès à des bonnes dettes ou à du bon taux d'intérêt ou du bon pourcentage, ou peut-être de passer à l'action avec tes projets comme l'achat d'une propriété. Fait que ça, c'est une des choses. Le bon crédit, le bon emprunt, ou si on veut éviter, là, je parlais plus des mauvaises choses, la bonne emprunt va être plus quand on veut acheter une propriété ou une entreprise ou quelque chose qui nous génère des revenus. Fait qu'on va avoir, je vais vous partager le livre Père riche, Père pauvre, qui va vous donner le plus bel enseignement sur qu'est-ce que le bon emprunt. Lui, il va aller vraiment en détail dans ce livre-là sur les cadrans du cash flow, qui va expliquer pourquoi, en détail, emprunter pour une propriété qui nous génère des revenus peut être la meilleure chose qu'on peut faire avec l'endettement. L'endettement avec une propriété, on fait juste se faire un scénario. On emprunte une propriété, on a une hypothèque. Cette hypothèque-là est remboursée par des locataires. Il y a un principe qui se dit faire de l'argent avec l'argent des autres, bien ça, c'est carrément ça qu'on va faire avec une propriété. Ça peut être une maison avec un petit loyer au sous-sol, ça peut être un duplex, un triplex, un quadruplex, ça pourrait être un immeuble commercial, ça pourrait être, exemple, mettons, un immeuble, justement des garages, ça pourrait être n'importe quoi qu'on peut louer qui nous génère des revenus. Mais ce revenu-là sert à payer l'hypothèque, sert à payer notre emprunt, et même parfois, on a une hypothèque, je vais dire une valeur fictive, mais 2 000 $ par mois, nos revenus sont 2 500 $. Il peut même nous rester un peu de cash dans nos poches, un peu de cash flow. On travaille de 8 à 5 pour essayer d'en avoir un petit peu plus dans nos poches, mais des fois d'acheter une propriété, une entreprise qui nous génère des revenus supplémentaires peut être une belle manière de prendre un emprunt et de virer ça à notre avantage. Il y a des gens qui vont me dire, est-ce qu'une maison, c'est un actif? Je vais avoir une tournure différente. Moi, en tant que conseiller en sécurité financière, j'aime ça m'instruire, aller regarder des choses et je ne suis pas le conseiller typique. La maison, selon moi, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Pour savoir si un actif est bon, il faut savoir que la chose ou l'immobilier ou la propriété ou la compagnie qu'on a générée nous génère des revenus, qu'on a acheté nous génère des revenus. Si ça ne nous génère pas de revenus, comme une maison, je vais vous donner l'exemple de ma maison. On a bâti une maison, on a un emprunt, mais là, il faut payer l'emprunt tous les mois. Si je manque mon emploi ou que je perds ma job ou que demain matin, il m'arrive une invalidité, est-ce que ma maison me génère des sous? Pas une minute. Est-ce que j'ai des taxes municipales ou scolaires à payer à toutes les années? Oui, ça ne me génère pas de sous. Est-ce que j'ai des assurances à payer si jamais le feu pogne dedans? Effectivement. Donc, la maison devient beaucoup plus une source de dépenses qu'un actif qui nous génère des sous. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu sais, dans 25 ans, si je vends ma propriété, ça va être un actif, ça va me générer des sous. L'augmentation de la valeur. On va mettre des chiffres ici. Si on paye une maison 400 000 à 4 % d'intérêt, sur 25 ans, on va payer environ 300 000 $ d'intérêt. Mais dans 25 ans, avec toutes les taxes municipales, avec les taxes scolaires, les assurances, les réparations, les mises à niveau de la maison, est-ce qu'on va être capable de vendre notre propriété de 400 000 aujourd'hui, 300 000 plus tout l'argent qu'on a mis dedans? Peut-être, mais j'en serais surpris. Fait qu'il faut toujours se penser qu'une maison, ce n'est pas un générateur d'argent, c'est plus une dépense. Par contre, c'est le fun. Pourquoi j'ai une propriété? On a un grand terrain, on vit dans le bois, on a la sainte paix.
Et dans ma maison, j'ai ajouté un 3,5 et j'ai une locataire formidable qui est ma mère, qui vit avec nous. Fait que grand-maman partage la maison avec les enfants. Fait que ça vient nous générer un revenu supplémentaire pour la propriété. Ce n'est pas parfait parce qu'elle ne paye pas, on s'entend, l'entièreté de l'hypothèque. Ça serait un petit peu chiant, un 3,5 qui paye la totalité. Par contre, c'est un revenu très adéquat pour l'utilisation qu'elle en fait. Et nous, elle partage la vie avec nous. Fait que c'est quelque chose d'un fois qu'on n'a pas pensé. On dit, hey, là, des locataires, combien de fois j'ai entendu, je ne veux pas m'occuper de locataires. Mais d'un fois, on a des parents. Nos parents sont séparés. Nos parents, des fois, sont en perte d'autonomie. Bien, on a le choix de les envoyer au CHSLD, de les envoyer dans les maisons des aînés qui vont avoir un traitement inconnu, qu'on ne sait pas ça va être quoi les soins qu'ils vont avoir, ou plutôt de dire, hey, pourquoi pas acheter une propriété avec un loyer, qu'on va avoir notre mère, notre père proche de nous, qu'on va savoir à tous les jours comment ils vont. On va savoir comment ils se portent. Ça va être vraiment là, un très beau partage qu'ils vont pouvoir faire. Ma mère partage avec les enfants, elle les fait grandir, puis au besoin, ben, elle les garde. Ça, c'est sûr. Je vais avoir une histoire aussi. Ben là, on vient de parler d'emprunt pour la propriété. Je vais retourner vers une mauvaise dette. Je parle avec des clients d'un fois, on les rencontre, 20 000 $ sur les cartes de crédit, où ils doivent un peu d'impôts, une thermopompe, un spa, un char. Puis là, dans le fond, ils sont endettés avec des mauvaises dettes, des dettes de consommation. Des dettes que tu es allé chez Costco, tu as mangé ta bouffe, puis la seule chose qui te reste, c'est le paiement, mais tu n'as plus rien. Fait que dans le fond, ces dettes-là, ça peut être très, très, très nuisible. Puis en plus, si tu t'en vas t'acheter un véhicule, des fois qui coûte trop cher. J'avais un de mes clients qui travaille pas en reconstruction, mais en évaluation automobile après sinistre, qui me disait que les pires véhicules qu'il avait vus, c'était des Elantra financés en 2022-2023 avec un taux d'intérêt trop cher. Les gens financent même les taxes et lorsque le véhicule fait une perte totale, l'assureur ne couvre même pas l'entièreté du prêt. Les gens se ramassent avec une dette, ils n'ont plus de véhicule. Fait que ça, c'est des emprunts qui deviennent très, très, très néfastes. Mais avant de passer à l'action de dire « Chess bombé, je vais aller me chercher une BMW », c'est plutôt d'évaluer c'est quoi nos réels besoins. Mon besoin, c'est-tu d'avoir un véhicule 7 places? C'est-tu d'avoir un véhicule économique? J'ai-tu besoin d'avoir un pick-up pour transporter mes matériaux? Je vais vous donner l'exemple de certains clients qui s'en vont chercher un pick-up de 100 000 $. Ça décolle une compagnie de construction, ça va chercher le top du top. Pourquoi? Mais que j'arrive chez le client, il va penser que je suis big. Il va dire « Wow, il y a un beau pick-up ». Mais le pick-up, là, c'est qui le paye? C'est le client, là. Fait que ça fait que si tu as 100 000 d'emprunt, mais il faut que ta facture à quelque part, ton 100 000. Fait que tu vas augmenter tes soumissions, tu vas laisser partir du profit pour un pick-up. Dans le temps, quand j'étais sur la construction, j'avais un GMC Savannah 2500. Ça l'embarque du matériel, ça coûte pas cher, ça peut traîner un trailer. Fait que c'est comme ça que je dis, prendre un pas de recul et d'évaluer nos besoins. En évaluant nos besoins, en prenant notre pas de recul, on va arriver à des meilleures décisions. J'ai également une histoire qui est totalement à l'opposé avec un véhicule. J'ai un chum qui avait un Echo, un Toyota Echo, genre 2003, 2004, 2005. Le gars, il travaille en excavation. Il faisait livrer sa pelle mécanique et il se présentait sur le chantier avec son Echo, la plaque vibrante sur le banc passager, la fenêtre baissée pour la poignée. Le client disait « Voyons, comment ça, tu n'as pas de pick-up? Tu travailles sur la construction. C'est essentiel. » Il dit « Monsieur le client, moi, je paye déjà un transport pour ma pelle mécanique. J'ai pas besoin de ça. Du caillou, je vais payer le 10 roues pour faire livrer ça. Je ne ferai pas livrer ça avec mon pick-up, là. Mais si je voulais, je peux aller me chercher un pick-up, mais donnez-moi votre facture, votre soumission. Je vais vous ajouter le paiement de mon pick-up sur votre soumission. Qu'est-ce que vous en pensez? » Ah non, c'est correct. Ton écho te va à merveille. Fait que c'est juste des fois de voir un point de vue qui est complètement différent. On a l'impression des fois qu'il faut apparaître dans le regard des autres. Toutefois, de prendre un pas de recul, d'établir c'est quoi nos besoins, on arrive avec une meilleure décision. Si tu as aimé l'épisode que je viens de diffuser, que tu t'es senti touché par ça et que tu as le goût d'en entendre plus,
bien abonne-toi et partage. Ça va me faire plaisir de te revoir lors d'un prochain épisode. Et même si tu partages, ça va me faire plaisir d'être dans les oreilles de tes amis, de tes collègues. Si tu as des questions par rapport au sujet, par rapport à l'endettement, il y a un point de vue que j'ai amené, n'hésite pas. Prends rendez-vous avec moi directement. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions et même de te guider dans tes projets. On se voit dans le prochain épisode. Bonne journée, au revoir.